Voilà, vous pouvez les applaudir, ils arrivent, mais ils attendent que je les appelle pour les mettre à l'honneur. Voilà, si vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, attendez. Oh bon, allez-y. Allez, venez, rejoignez-moi. Je vais vous présenter Memona Interman. Voilà. Donc, trois invités, Memona Interman, Nicolas Brimaud et Yves Arté. Bienvenue à vous trois. Alors, celle que je connais le mieux, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger quelques mots au téléphone, puisqu'il y a une absente ici, c'est Aude Ancelin, vous l'attendiez peut-être, elle n'a pas pu être là. Donc, Memona Interman s'est retrouvée parmi les invités. On en est ravis, puisque vous êtes aussi très bien placés pour parler de tout ça, évidemment. Vous avez été longuement grand reporter à France Télévisions. Vous avez été aussi membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, présentatrice du JT sur France 3. C'est peut-être pour ça que son visage vous dit quelque chose. Alors, vous êtes actuellement en activité, chroniqueuse, éditorialiste à la Dépêche du Midi et au Midi Libre. Et vous avez d'ailleurs aussi été jury d'un concours d'éloquence. Vous êtes l'auteur de 6 livres, dont un qui va sortir en janvier, toujours sur les relations entre pouvoir et journalisme, basé toujours aussi sur l'expérience. D'abord sur l'expérience. Et puis on a ça en commun d'être amoureuse un peu de l'île de la Réunion. En tout cas, vous avez voilà, ce qui vous tient à cœur, c'est la transmission en particulier. Il y a même une école au nom de Memona Interman, maintenant au nom de Interman, sur l'île de la Réunion, qui est née, vous êtes né au Tampon. Voilà, c'est un lycée même qui porte votre nom, pardon. Et derrière ce nom, vous disiez qu'il y a le nom de toutes les femmes et de tous les enseignants de la Réunion. Voilà. Alors, s'il y a des enseignants parmi nous ce matin, voilà, vous savez que voilà, ça fait aussi partie de votre parcours. Ah, vous voyez qu'il y en a. Et peut-être des gens qui nous écoutent depuis l'île de la Réunion d'ailleurs. Nicolas Brimaud, vous êtes journaliste, évidemment, et directeur délégué du Canard enchaîné. Alors, 2 oiseaux rares, puisque, effectivement, nous avons aussi Yves Arté avec nous, journaliste et ancien directeur éditorial du Sud-Ouest. On va dire donc témoin de la vitalité de la presse écrite et régionale, ce qui est une particularité dont vous pourrez nous parler. Et vous venez d'un journal, le Sud-Ouest, qui sait incarner un territoire avec ses spécificités. Voilà, ce journal du Sud-Ouest qui est aussi propriétaire, c'est une particularité d'une chaîne de télévision locale TV7. Donc ça aussi, peut-être, ça peut apporter une singularité. Alors, le titre exact de cette table ronde, c'est « Les journaux sont-ils aujourd'hui devenus inodores, indolores, au point de se retrouver en difficulté ?» J'avais surtout envie de vous interroger d'abord sur votre constat, à vous, depuis chacun votre point de vue. Est-ce que ce constat sur la presse écrite est juste? Comment vous pourriez le décrire? Memona, est-ce que vous voulez bien commencer, s'il vous plaît? Je ne me défile pas, mais comme ce sont des Top Gun de presse écrite, et quel titre, je vais me mettre en dernier. Très bien. Je vais laisser les garçons parler. Allez, pour une fois, on laisse les hommes leur d'abord. Sujet à eux, même si j'écris avec beaucoup d'intérêt et de joie d'ailleurs dans 2 titres que j'aime beaucoup. Je trouve que leur expertise est plus grande que la mienne, tout particulièrement sur la presse écrite, mais même s'ils connaissent évidemment le monde environnant. Je vais me réserver un peu sur sur l'audiovisuel, que je connais un peu moins mal. Parfait. Messieurs, à vous l'honneur. La situation de la presse écrite nationale, puisque nationale. Je vais laisser la régionale à Yves, si j'ose dire. Elle est économiquement extrêmement mauvaise, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je veux dire, aujourd'hui, des journaux rentables en France, il y en a quand même très très peu. Des journaux qui appartiennent à des milliardaires qui acceptent de payer les déficits des journaux, il y en a beaucoup plus. Vous comme moi, vous savez à qui appartient le Figaro, vous savez à qui appartiennent les Échos, vous savez à qui appartient actuellement le Monde, qui n'a pas encore changé de structure juridique, et qui en principe doit en changer avec une structure qui devrait mieux garantir son indépendance. Toujours est-il qu'il y a peu de smicards qui sont actionnaires de ces journaux. Pourquoi la presse écrite nationale va mal? Pour plein de raisons. D'abord, sans doute parce qu'elle ne s'est pas assez attirée de lecteurs. La deuxième raison, c'est que l'industrie de la presse écrite est malade. Vous aviez, il y a 20 ans, 33 000 points de vente. Aujourd'hui, vous en avez au mieux, officiellement 20 000, en réalité 15 000. Donc c'est quand même un vrai problème. S'il faut faire 20 km pour trouver un journal,
ça pose un problème. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les coûts de fabrication sont particulièrement élevés en France pour des raisons, je vais dire, historiques et en partie syndicales. La troisième raison, qui est la plus inquiétante, c'est qu'il y a une vraie désaffection des jeunes vis-à-vis de la presse écrite. Je veux dire, on a habitué les jeunes à la gratuité, et ils vont sur Internet, ils vont sur TikTok, ils ne vont pas acheter un journal. Et en plus, et c'est un phénomène spécifique à la presse française, la presse écrite française est chère, si ce n'est très chère. Je veux dire, il y a 20 ans, le prix du monde, c'était un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, un café dans un bistrot, on va dire, pour le tabac ayant une fiscalité spéciale, on va oublier le tabac, on va prendre le coût d'un café. Aujourd'hui, le prix du monde, c'est 2,5 fois le prix d'un café dans un bistrot parisien. Donc il y a un vrai problème économique de la presse. Pour la presse nationale pour l'instant, et régionale ? Alors, bonjour à tous d'abord, et à toutes, pardon. Alors pour la presse régionale, le constat est en partie semblable à celui que vient de faire Nicolas sur la santé financière, avec un tout petit bémol, c'est-à-dire que la majorité des journaux régionaux existants encore appartiennent pour la plupart, enfin pour quelques-uns encore plutôt, à des familles. Et ces journaux arrivent financièrement à tirer leur épingle du jeu. Alors, j'ai quitté Sud-Ouest il y a 2 ans, mais des derniers EBITDA, c'est-à-dire le bénéfice net sans charge de Sud-Ouest, ils étaient, jusqu'à l'an dernier, je crois, enfin l'an dernier j'en suis sûr, cette année je ne peux pas le savoir puisque je ne suis plus au journal, ils étaient positifs, c'est-à-dire que ce journal gagnait quand même de l'argent. Bon, après, à quel prix ce journal gagnait de l'argent ? C'est ça qu'il faut également considérer. Et effectivement, il ne gagne plus d'argent sur un investissement réel en journalisme tel qu'il était pratiqué autrefois. C'est des reportages, etc., etc. Il gagne de l'argent par de ce qu'on appelle des économies d'échelle que l'on connaît et qui sont pratiquées partout. Il gagne de l'argent en faisant très attention à tout ce qui est aujourd'hui coût induit du journalisme, coût induit de tout ce qui peut être qui pouvait coûter de l'argent au journal, et il tire ses bénéfices également d'une raréfaction du journaliste. C'est-à-dire que il fut un temps où Sud-Ouest avait 320 journalistes en CDI. Aujourd'hui, il doit y avoir entre 230 et 250 journalistes, ce qui fait que l'effectif de la rédaction a fondu. C'est pas pour autant je ne pense pas pour autant qu'une rédaction pléthorique est un gage de qualité. C'est pas évident. Je me suis occupé d'un tout petit journal qui était Sud-Ouest Dimanche, qui était donc le journal du 7e jour de Sud-Ouest, et qui finalement, avec une minuscule équipe, tirait davantage de son épingle du jeu qu'une rédaction pléthorique. Bref, mais enfin, toujours est-il que s'il y a une spécificité de la presse régionale, c'est qu'elle demeure quand même, elle tire son épingle du jeu d'un point de vue économique, avec beaucoup de difficultés à me le tirer de son épingle du jeu. En revanche, ce qui est vrai également, et c'est là où je suis d'accord avec Nicolas, c'est que le lectorat, lui, s'est drastiquement effondré. C'est-à-dire que c'est un journal que j'ai connu, enfin le Sud-Ouest, le quotidien, je l'ai connu à 360 000 exemplaires. C'était le deuxième quotidien régional après Ouest France. Et là, je pense qu'on doit être à 120 000 exemplaires, quelque chose de ce genre-là. Bon. Sud-Ouest Dimanche, dont je me suis occupé, en 2016, 2005, on était à 290 000 exemplaires. Je pense que maintenant, ils sont passés sous la barre des 100 000. Bon. Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû, d'une part, effectivement, ce qui a été analysé, c'est-à-dire les nouvelles modes d'information, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal de l'information, on peut le regretter, mais c'est ainsi, ce n'est plus de la presse écrite, loin de là. C'est largement les réseaux sociaux et naturellement la radio et la télévision, mais plus la presse écrite, qui n'a plus ce valeur de médias prescripteurs, d'une part. Et puis, d'autre part également, c'est que, là on va aborder peut-être le sujet qui donne l'intitulé à ce débat, c'est qu'est-ce qui a changé dans la façon de raconter l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois... qui touche toutes les catégories de presse, qu'elles soient écrites, audiovisuelles. Je pense que, par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais ça, Mona en parlera bien mieux que nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont, aujourd'hui, la diction des présentateurs, des reporters,
sont identiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un formatage de la diction. Ah oui. Et ça, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la presse audiovisuelle, mais je me demande dans quelle mesure cette espèce de tonalité monotone, qu'est-ce que ça apporte, alors que finalement, il peut y avoir des voix ou des accents qui attirent l'oreille, qui attirent l'attention. Voilà. Donc, il y a peut-être également à considérer une histoire de formatage qui touche tous les ensembles de presse. Mais ça, c'est une hypothèse que je soumets. Memona, alors, Interman. je peux ouvrir une petite parenthèse au départ, parce que vous avez dit qu'il doit y avoir des étudiants, des professeurs, des enseignants dans la salle. J'espère qu'il y en a. Et en tout cas, je les salue de tout mon cœur. Sans vous, je ne serais pas là. Donc, je ne sais pas si vous êtes là. Moi, sans vous, je ne serais pas là. Et sans Parlez bien dans le micro, voilà. Sinon ils ne vous entendraient pas. Ce serait dommage. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mes deux éminents confrères. Je partage leur point de vue, mais je vais ajouter un petit bémol au préalable. Quand on regarde la diminution notamment des ventes chez nous, on peut se dire qu'on n'est pas tout seul sur cette planète-là, parce que j'ai observé que, par exemple, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, là aussi, il y a de très beaux titres qui ont disparu du circuit papier pour se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle le digital ou numérique. Je pense, par exemple, aux États-Unis, il y avait le Chicago Tribune, qui était une vraie institution et qui a quand même perdu beaucoup de plumes. Je pense au Los Angeles Times. Je me réfère à ces journaux parce que je les utilisais beaucoup quand on partait en reportage dans ces pays-là. En revanche, concernant l'Allemagne, je le sais un peu, mon mari est allemand, donc il y a quand même pas mal de papiers du papier matériel papier, si vous voulez, qui atterrissent à la maison. Ils sont chers, quand même. Ils ont une vitalité qui semble, et j'en ai parlé encore tout à l'heure avec mon collègue, confrère et mari, ils ont une vitalité que nous n'avons plus, mais ça tient aussi probablement à une chose. Il m'a fait remarquer, je le savais, mais encore fait remarquer tout à l'heure, c'est qu'en Allemagne, la presse écrite est quand même une activité, c'est une industrie, mais c'est une activité qui dépend d'un capitalisme qui est lié au monde de l'édition, au monde de la presse, essentiellement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Chez nous, je ne parle pas forcément de la presse régionale et locale, je parle de la presse nationale. Regardez les titres, regardez qui possède quoi. Et Nicolas Brimaux l'a souligné tout à l'heure. Mais le problème s'aggrave. Le problème s'aggrave parce que dans l'audiovisuel également, ceux qui trustent, et je souligne le mot, ceux qui trustent les antennes, la possession des antennes, pas des fréquences, puisque ce qui coûte cher, ce sont les fréquences, mais je reviendrai sur ce sujet dans un instant. Ce sont des groupes et ils sont 8-9 milliardaires. Comment voulez-vous que ces gens qui investissent dans l'audiovisuel n'aient pas envie d'avoir leur mot à dire? Vous croyez que c'est juste pour faire joujou? Moi, en tout cas, quand j'étais au CSA, je me suis rendu compte, je le savais un peu, que ce n'était pas pour faire joujou du tout. Ils ont besoin de ces titres. Et finalement, par un phénomène de capillarité, tout ça, ça retentit sur l'écrit aussi. Si vous avez la curiosité de regarder les groupes, comment fonctionnent les groupes, vous verrez que les groupes, par exemple, le groupe Vivendi, qui est la maison mère des chaînes Canal, ou Lagardère, regardez la manière dont le faisceau de leur richesse déployée sur les antennes ou dans les titres papier se déploie. Et ces groupes ont des intérêts ailleurs que dans les journaux. Journaux au sens large du mot, quotidien, hebdo, etc. Les uns, c'est dans la construction, dans le bâtiment, dans le béton. D'autres, c'est dans l'armement, par exemple. D'autres, c'est dans l'industrie qui se déploie dans la logistique, des marchés en Afrique. Ouais, on n'a même pas besoin de détailler les enseignes et ceux qui sont derrière. Et tout cela, ça donne une presse qui finalement prend aujourd'hui assez peu de risques. Et la presse qui prend du risque aujourd'hui, c'est celle qui n'a pas à voir avec ses intérêts qui les tiennent. Je ne veux pas donner l'impression que je suis en train de taper sur des collègues. Parce que les collègues, dans les rédactions, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Voilà. Le mouvement de concentration qui vise à mutualiser, le grand mot, à mutualiser les forces, aboutit aussi à moins de goût, moins de différence. Au formatage dont voilà. parlait. Je prends par exemple le cas de France 2, France 3, par exemple, voilà, deux chaînes que je connais bien.
de l'intérieur. Ben, aujourd'hui, les journaux de France 3 disparaissent de l'horizon. Le Soir 3, qui était une véritable institution, pourquoi a-t-il fallu l'enlever de l'antenne sous prétexte qu'il y a une chaîne Tout Info? Mais il y avait un public. Et puis c'était réellement un lieu où on faisait autre chose. Les reporters de France 3, qui couvraient l'international, ont disparu des écrans radars. Et c'était un travail de longue haleine. Ce métier-là, on ne sait pas grand-chose dans ce métier-là. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis, je ne sais rien, mais je vais voir les gens qui savent. Mais on n'a pas d'expertise, nous ne sommes pas des experts, je ne suis pas une experte, mais j'ai de l'expérience. Et l'expérience, en particulier de terrain, elle s'acquiert au fur et à mesure, voilà, des erreurs et de ce qu'on voit. Mais les rédactions de France 2, France 3, c'est quoi la différence? Où est la différence? Regardez le 20h, regardez le 19-20. Vous voyez les mêmes noms, vous voyez les mêmes sujets. On ne pourrait pas avoir 2 locomotives sur le service public. Ça pose un problème. Et il est vrai, je vais terminer par là, qu'on peut critiquer très fortement les dirigeants, mais au fond, qui décide? Et on n'a pas besoin du tout d'être complotiste. Qui décide? Ben, c'est le pouvoir politique. La loi de l'audiovisuel, par exemple, c'est une loi qui date de 1986. Vous vous rendez compte? Donc elle a été inspirée du début des années 80. Cette loi a été rafistolée, je dis bien, et je le souligne, 80 fois. Il n'y a pas une vraie loi, une structure adaptée au monde contemporain, au monde de l'Internet, au monde de toutes ces sources vives d'infos qui arrivent de tous côtés, infos vraies, fake ou pas. Et ceux qui sont là au sein du régulateur de l'audiovisuel, ce sont qui? Vous croyez que ce sont des gens qui connaissent le métier? Allez regarder. Non. Alors, on y reviendra, mais tout ça, mis bout à bout, ce sont des petites choses, mis bout à bout, ça fait qu'au fond, le public se dit, que j'achète celui-ci ou celui-là, peut-être pas le Canard, évidemment. Sud-Ouest tire son épingle du jeu. J'ai regardé encore la une de Sud-Ouest ce matin. Enfin, il traite les sujets. Le Midi Libre. Mais oui, le Midi Libre, y compris la Dépêche, la presse régionale, locale, mais elle essaye de surnager. Parce que si elle affiche un titre aujourd'hui et que dans une demi-heure, il y a un très gros événement, c'est poubelle. Parce que l'instantanéité aussi de l'info décide aujourd'hui, finalement, on n'aura pas trop d'odeur, trop de goût, pour ne pas être trop effacé de l'actualité d'ici la fin de la journée. Voilà. Et alors, est-ce que c'est pour ne pas déplaire aux fameux dirigeants ou pour ne pas déplaire au lectorat? Ça, c'est voilà, s'il y a cette espèce d'inodorat. Alors, justement, Nicolas Brimaud, face au constat là, qui est plutôt déprimant, comme le dessin d'un dessinateur du Canard, je vous signale. Parce que oui, c'est dit. Tout à fait. Le Canard, mais enfin, surtout de Sud-Ouest. Aussi, attention. Urbs, on se bat pour vous avoir. Dites-moi, du coup, où est le pouvoir d'action? Ou pour un dirigeant, comme vous l'êtes, voilà, ou pour on a 2 problèmes que n'ont pas les... Enfin, il y a 2 problèmes que nous n'avons pas avec la presse nationale subie. Est-ce que vous pouvez aller bien dans le micro, s'il vous plaît? Voilà. C'est qu'on est rentable et qu'on a toujours soucieux d'être... 2, on n'a pas de publicité. 3, on est propriétaire du journal. Donc, je veux dire, le parallèle est difficile à faire. Je veux dire, moi, j'ai un exemple très simple, c'est l'automobile. Je sais pas, il y a toujours dans tous les journaux nationaux, vous avez des critiques de voitures, mais c'est jamais des critiques. Vous pouvez lire. Moi, je les lis parce que ça m'intéresse les bagnoles, comme dirait l'autre. Je veux dire, jamais on vous dit qu'une voiture est un tas de boue ou un tas de ferraille. Bon, il se trouve, ça doit quand même exister. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les rares publicités autorisées dans la presse écrite nationale, c'est la publicité automobile. Donc on ne va pas se fâcher avec les constructeurs automobiles. Donc c'est même pas la peine qu'il y ait le directeur ou le patron qui disent sur la bagnole prudence, prudence. Bon. Parce que c'est intégré dans la tête des journalistes, malheureusement. C'est ça un des problèmes. Une des raisons pour lesquelles la presse est effectivement assez uniforme ou assez consensuelle, enfin bon, on choisira le terme qu'on veut, c'est aussi parce que le poids de la publicité est terrible. Vous prenez un groupe comme LVMH, c'est-à-dire M. Bernard Arnault pour deuxième fortune mondiale, je veux dire, au niveau de la presse nationale, les publicités du groupe Bernard Arnault représentent entre 20 et 25% des recettes. Quand vous n'êtes pas rentable, vous n'allez pas vous fâcher avec la publicité du groupe Arnault. Bon.
Donc, à LVMH, vous ne pouvez pas faire un papier. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'ordre. Je veux dire, c'est complètement intégré. Bon. Vous n'allez pas faire un papier contre LVMH dans un journal qui appartient à LVMH et non plus dans un journal qui est financièrement dépendant de LVMH. Ça, c'est la première raison d'une espèce d'uniformité qui est vraie, bon, qui ne concerne pas le Canard, mais qui est un peu vrai qui est assez vrai dans la presse nationale. Encore qu'entre le Figaro Magazine et Libération, vous n'avez quand même pas le même contenu. Moi, je veux bien qu'on raconte ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est pas tout à fait le même contenu. Deuxième raison, et ça, c'est peut-être la plus grave, c'est le recrutement social des journalistes. Je veux dire, il faudrait se poser cette question-là, qu'on ne se pose pas, c'est que les écoles de journalisme ont mis très haut la barre universitaire, c'est 3 ou 4 ans après le baccalauréat pour intégrer une école de journalisme, ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, le recrutement des journalistes, c'est en général Sciences Po ou au minimum maîtrise. Bon, tout ça fait qu'il y a quand même peu d'enfants d'ouvriers. Hein. Bon, je sais bien que Sciences Po a ouvert un peu, etc. Mais la réalité sociale aujourd'hui des rédactions, c'est plus ce qu'elle était il y a 40 ans. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné qu'il n'y ait pas d'études. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende. C'est un vrai sujet d'étude sociologique qui n'a jamais été fait, qui est quelle est l'origine sociale des journalistes et comment elle a évolué. Et je pense qu'elle a beaucoup évolué. Bon, je veux dire, des fils d'ouvriers qui sont aujourd'hui journalistes ou passés par le centre de formation du CFJ pour prendre une école bien connue à Paris, je veux dire, il n'y en a plus un seul. Moi, j'ai connu une époque où à l'Observateur, il y avait des fils d'ouvriers qui était journaliste. Et donc, vous prenez René Machman, par exemple, que tout le monde connaît, parce que c'est un grand journaliste, ça a été un grand journaliste de l'Observateur. René Machman, son père, il était ouvrier à la manufacture de Saint-Étienne. Je voudrais bien savoir combien il y a de fils d'ouvriers aujourd'hui qui sont au CFJ ou qui appartiennent au CFJ. Est-ce que je peux rebondir sur ce point-là? Voilà un sujet que je connais assez bien. Je me suis présentée, je me suis dit un jour je vais être journaliste parce que j'avais vu une télé chez le marchand chinois, le chinois Henri. Et j'ai dit à ma mère, je vais travailler là-dedans. Et on habitait très loin, on était dans le sud de l'île. Et travailler là-dedans, ça voulait dire dans la boîte, dans la mine. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis présentée. Il y a eu à ce moment-là un concours qui a été organisé. C'était le premier concours organisé à l'île de la Réunion pour recruter 2 journalistes et les former. Inutile de vous dire que c'était de la Terre à la Lune, la distance. Hein. Mais à l'époque, donc le concours a été corrigé à la Maison de la Radio à l'aveugle. Là, j'ai béni les enseignants parce que le concours, c'était pour tous les marmailles, comme on dit en créole, c'était tous les enfants, pas que pour les enfants de blanc, du riche, et la divine surprise, le jour J, avec le cachet de la cire, corrigé à Paris, il y a eu 2 oiseaux, Suleiman Bagnan, Memona Afeji, ce qui est mon nom. Et jamais ça s'était produit. Voilà 2 jeunes réunionnais parlant le créole, les gens comprenaient assez mal le français encore à l'époque, mais à l'époque, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même que les gens correspondent un peu à leur territoire et pas au rabais. Parce qu'on nous a formés ensuite. Je n'ai pas fait d'école en tant que telle, mais je les ai formés. Quand je suis arrivée au CSA, je n'ai pas du tout oublié ce sujet-là. Et la question de la diversité sociale. Il ne s'agit pas de recruter 3 métis comme moi, 2 noirs comme mes nièces, 3, etc., etc. Il s'agit de recruter des gens qui ont de la qualité, qui sont formés. Et à part des initiatives que j'ai pu constater, par exemple la Fondation Culture et Diversité, qui paye un peu pour que les élèves, les jeunes qui sont recrutés à l'école de journalisme de Lille puissent être formés pendant 1 an avec l'aide des bénévoles et ensuite ils se présentent au concours mais ils réussissent. Parce que même si on n'a pas eu dans son berceau la connaissance du groupe des 5 en musique, je me souviendrai toujours de cette question puisque j'ai eu cette question et à laquelle je n'ai pas pu répondre, ben, s'ils sont formés, ils réussissent et ça permet à la société de respirer. Et vraiment, Nicolas Brimaud, je vous remercie de poser ce sujet sur la table. Je n'aurais pas osé le faire parce que, on m'aurait dit quand même, elle parle toujours des créoles, des sociétés. La France est créole, qu'on le veuille ou non. Formez ces journalistes qui viennent de partout. Et puis vous verrez que ça va aider à apaiser le pays. Pas en donnant des cadeaux, à la loyale, tous les enfants ensemble. Et notamment en s'appuyant sur l'école. Et si vous donnez cette possibilité de respirer le pays, je suis presque sûre, puisqu'on n'a plus besoin de faire un grand topo sur l'impact social des médias, ça pourra arranger le schmilblick et notamment la manière dont on se voit et on se sent les uns les autres sous le drapeau de la République. Vraiment. Merci d'avoir soulevé ce sujet. Je n'aurais pas osé le faire. Vous parliez du fait que les journaux n'attirent plus suffisamment les lecteurs.
En entreprise, pour parler d'un autre cadre encore de référence, on peut avoir la possibilité d'interroger, par exemple, les lecteurs en question pour savoir ce qu'ils aimeraient trouver, ou les salariés de l'entreprise, etc. Est-ce que ça, ce sont des démarches que les journaux mènent, c'est-à-dire d'interroger réellement leur lectorat pour savoir ce qu'ils aimeraient y trouver de différent, de nouveau? Comment ça se passe, ça? Des choses qui existent? Il y a ce qu'on appelle le questionnaire des 30 000, qui porte sur 30 000 lecteurs, alors, qui est fait par un institut. Donc, c'est tous les titres de la presse qui ont de la publicité. Donc, ils font financer en général par la publicité ou par les gros annonceurs une étude qui s'appelle l'étude dite des 30 000, donc ça porte sur 30 000 lecteurs. Donc nous, on n'y est pas, mais enfin bon, il se trouve qu'on la lit parce que c'est intéressant quand même. Et donc ça n'interroge, pardon, juste pour préciser, ça n'interroge que les déjà lecteurs. Ça interroge les déjà lecteurs. Hein, oui, bon, premier problème. Bon, alors après, parce que ça coûte beaucoup plus cher de trouver les non-lecteurs et de les interroger. Enfin bon, la sélection est beaucoup plus difficile et vous pouvez pas Enfin bon, c'est la cuisine de sondeur. Bien sûr. Au-delà du problème de la cuisine de sondeur, ça tend aussi à rendre les produits plus ternes, parce que si vous vous apercevez assez vite que pour qu'il y ait un consensus dans votre lectorat, et parce qu'il faut dépasser un certain chiffre, vous avez le même problème sur les journaux télévisés. Il faudrait un jour que des journaux et que la presse écrite s'intéressent vraiment à la façon dont TF1, par exemple, fait réagir des panels de téléspectateurs au cours du journal. C'est-à-dire, pourquoi tel sujet est en tête, c'est aussi en raison des réactions du panel des lecteurs. Vous ne mettez pas par hasard tel ou tel sujet. Si ils s'aperçoivent que dans un reportage, au bout d'une minute, il y a 30% du panel qui décroche, ça a tout de suite des conséquences sur le journal du lendemain. Hein, il y a tout un jeu comme ça qui est très peu expliqué aux téléspectateurs et aux lecteurs, qui joue une grande importance. Sur la presse écrite, quand même moins que sur la télévision. Hein, où là, ça joue à plein, ou sur Internet, ou alors là, je veux dire, l'obsession marketing du clic est un truc... obsessionnel. Alors, et ça c'est un jeu qui effectivement tend à rendre la presse entre guillemets plus conformiste. On vous entend pas bien, si vous plus conformiste, voilà, pardon. Merci. La deuxième raison pour laquelle ça tend à la rendre plus conformiste, c'est que vous avez de moins en moins de journaux. Je veux dire, on oublie qu'à la Libération, vous avez 18 quotidiens à Paris. Bon, aujourd'hui, il vous en reste combien? Vous prenez les 5 doigts de la main, ça suffit. Hein. Mais alors, par rapport à la question du joug et du pouvoir de ceux qui les possèdent, ces journaux, est-ce que justement Internet, alors avec tous les risques et les dérives possibles, hein, mais est-ce qu'Internet n'est pas une solution finalement? Si la raison d'être réelle, c'est de bien transmettre de l'information et du savoir par de l'expertise, est-ce que finalement c'est pas une des solutions pour l'instant? C'est pas la solution parce qu'Internet c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Alors voilà. C'est pire encore que dans la presse écrite. Bon. Je veux dire, non mais manipulation pour manipulation, je veux dire, qu'est-ce qu'elle est enfin bon, être un peu ou beaucoup manipulé, ça serait mieux de pas être manipulé du tout. Voilà, bon. exactement. Bon. Moi je voudrais me faire l'avocat du diable, oui. D'une certaine façon, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup et c'est vrai qu'on dit souvent que des journaux possédés par des propriétaires qui n'ont pas vocation à être journalistes et peut être l'une des causes de la désaffection des lecteurs. Alors là, je m'adresse à Nicolas Brimaud, qui est un bien meilleur connaisseur de l'histoire de la presse que moi. Mais quels étaient les propriétaires des journaux dans les années 30 ? Alors, ça allait du parfumeur, M. Coty, qui possédait, qui était un néo-fasciste. Quelle était l'audience de ces journaux ? Alors, elle était beaucoup plus variable qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait je veux dire, aujourd'hui, vous prenez Le Monde est un quotidien aussi important en 1945 sur son influence politique qu'aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la grande presse, hein, qui était des quotidiens généralistes, dont l'exemple, la seule journal qui a survécu, vraiment, vous connaissez encore, c'est France Soir, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est-à-dire c'était des quotidiens généralistes qui étaient gentiment réactionnaire, on va dire, pour simplifier la ligne politique du journal. Et puis vous aviez des journaux vraiment militants, très engagés politiquement. Vous prenez l'Aurore de Clémenceau, c'était un journal qui vendait très peu, hein, ça vendait 30-35 000, mais qui avait une grande influence. L'Action française, c'était un quotidien qui se vendait à peine à 70 000, 80 000.
mais qui avait une grande influence. On peut le regretter, mais c'était Sur 10 000, 80 000, aujourd'hui, il y a des journaux parisiens qui aimeraient les faire. Non bien sûr, Le Populaire était un journal de gauche qui avait une grande influence aussi. Non, oui, il y avait une grande influence. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il faut chercher également ailleurs. Enfin, c'est l'une des raisons. Je ne veux pas dire, je ne veux pas devenir non plus complètement fou. Et je suis tout à fait conscient de ce que peut traduire, notamment ce que disait Mémona, cette espèce d'économie circulaire en boucle et qui finalement produit une uniformité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui parler de la crise de la presse en la reportant uniquement sur les propriétaires des journaux ou du trust. Ça, je ne le pense pas. Oui, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand on regarde, et ça rejoint un peu ce que dit Nicolas, quand on regarde quelles ont été les grandes réussites de la presse écrite des 40 dernières années, c'est finalement des journaux qui ont été faits par des non-professionnels, non sortis des écoles de journalisme. Alors, pardon, je ne sais pas si... je sais que Lijba est à côté. Je ne veux surtout pas faire de la peine à Arnaud Schwartz, que j'aime infiniment, qui est le directeur de l'IJBA. Mais la réalité, elle est là. Un canard comme Libération, qui a une importance cruciale dans les années 80-90, était composé de quoi? D'anciens jockeys, de militants maoïstes, de types qui traînaient dans des boîtes de nuit au Palace, etc. Et ça faisait un journal absolument formidable. Pourquoi ça faisait un journal formidable? Parce qu'on lisait dans ce journal quelque chose qu'on ne lisait pas ailleurs. Dès lors que vous mettez, que vous proposez à des lecteurs quelque chose qu'ils ne lisent pas ailleurs, je ne vois pas pourquoi les lecteurs ne seraient pas intéressés. Et pour en revenir à la question, problème soulevé tout à l'heure, sur est-ce qu'on va demander l'avis au lecteur? Mais moi je pense, alors je vais être une fois de plus totalement à côté et totalement... politiquement tout à fait incorrect, je crois qu'il ne faut pas demander l'avis au lecteur. Moi, je crois, ce que je crois, ce que j'ai pratiqué, c'est qu'il faut avoir une idée précise du journal que l'on veut faire et amener avec vous tous les gens que ça intéresse. C'est ça. Et ça n'a strictement rien à voir avec demander. Si on demande l'avis à tous les lecteurs, on va se résoudre à faire un journal qui sera absolument conformiste pour essayer hypothétiquement de plaire à des gens qui sont déjà vos lecteurs. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse. Il faut faire un club. Il faut derrière soi entraîner des gens, entraîner des lecteurs. Bon, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir eu un tout petit succès d'édition en tant que directeur d'un journal qui a été sous des images à l'époque, où j'ai gagné 62 000 lecteurs en quelques années. Mais qui était de très bonne qualité. Moi qui suis dans les Landes souvent, je l'achetais souvent. Merci, très bonne qualité, vraiment. Mais j'ai vraiment essayé de faire exactement ce que je vous dis. Et l'une des personnes que j'admire le plus comme créateur de journaux, c'est Jean-François Kahn. Parce que Jean-François Kahn était quelqu'un, alors il a des défauts, il peut être très vivable, j'en sais rien. Moi, je n'ai jamais travaillé avec lui, je le connais parce que j'avais des amis qui travaillaient avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé 2 journaux coup sur coup en pratiquant un journalisme qui allait à l'encontre même de tout ce qu'on lui recommandait. Et je pense que c'est peut-être ça des solutions que l'on pourrait trouver. L'énergie mise au départ et la singularité de l'énergie sans chercher à plaire d'avance. Très bien. Alors justement, il y avait une question. Étant donné l'état du marché de la presse écrite, les questions m'arrivent par ici du coup. Voilà, je ne suis plus là-bas. Y a-t-il encore une place pour une presse d'opinion engagée, donc à destination d'un certain type de lectorat et qui aurait une chance d'être rentable? Donc voilà. Ouais, non, mais ça dépend où vous mettez la barre. Si vous visez une clientèle vraiment militante, je veux dire, l'exemple de l'Humanité est triste. Aujourd'hui, la vente de l'Humanité très très faible. Je ne vais pas avoir la cruauté de vous donner les chiffres, mais bon, c'est vraiment dérisoire. La presse militante en tant que presse de parti, j'y crois plus beaucoup parce que ça supposerait déjà que les partis soient très vivants, ce qui n'est plus vraiment le cas. Je veux dire, cette semaine, ce week-end, vous avez le vote pour les présidents de parti ou les secrétaires de parti. Les écolos, ça sera moins de 12 000 militants qui vont voter. Et chez les gaullistes ou les républicains, on va appeler ça leur nom officiel, c'est républicains, je veux dire, vous en aurez officiellement 80 000 adhérents, qui vont voter réellement, ça va être 45 000. Vous enlevez ceux des Alpes-Maritimes, ça en fait... Ciotti, il y en a 8 000 déjà pour Ciotti, donc vous arrivez à un nombre de militants assez bas. Bon, donc je veux dire, la presse militante, sa réalité, c'est qu'elle ne peut plus s'appuyer sur des partis qui comptaient 1 million d'adhérents, comme le Parti communiste en 1947. Le Parti communiste en 1947, c'est 1 million d'adhérents qui paient. C'est quand même plus facile de leur vendre un quotidien. Moi, la presse militante, je crois qu'elle est en partie morte. Par contre, la presse, comme disait...
Yves, une presse qui s'affirme comme telle, et qui affirme ce qu'elle est, comme nous, comme quelques autres, je veux dire, oui, évidemment, elle a sa place. Le vrai problème, c'est la situation économique. Je veux dire, quand vous avez le papier qui a augmenté de 205%, c'est difficile, parce que c'est le prix de la tonne de papier, c'est difficile de rentabiliser votre titre, c'est difficile d'être indépendant financièrement. Bon, ça, c'est évident. Aujourd'hui, je veux dire, vous prenez le Monde a beaucoup de mal à sortir un résultat positif. Hein. Et il ne le sort pas grâce au journal Le Monde. Il le sort grâce à Télérama. Bon, tout le monde sait que c'est les bénéfices de Télérama qui permettent d'éditer Le Monde. Bon, or, c'est déjà un quotidien qui est extrêmement cher. Donc la limite économique, elle est là. Je veux dire. Et le prix du papier, il ne dépend pas ni de Bernard Arnault, ni du Canard enchaîné, ni de qui vous voulez. Il dépend en grande partie des Russes et des Finlandais. Voilà. Donc ça, c'est des matières premières qui coûtent extrêmement cher. Non, mais pour, oui. Oui, non, juste, je ne sais pas si la question qui vous était posée concernait la presse écrite. Parce que s'il y a un exemple... Oui, ça concernait la presse écrite, précisément. Il y a un exemple de presse écrite, mais qui est une presse écrite numérique, qui est un vrai succès. On peut en penser ce qu'on veut, c'est Mediapart. Oui. Bon, alors après, Mediapart, Nicolas et Mona connaissent le sujet mieux que moi, mais d'évidence... ça a été un succès bâti simplement sur un parti pris politique. Et c'est un succès, de ce que je sais. Économique. Hein, un parti pris politique et économique. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de produire de l'information et de la diffuser par Internet que sur du papier. Hein. Ça, et d'ailleurs, j'en profite justement pour... j'imagine que vous qui êtes venu ici, vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé depuis quelques jours et qui est en attente pour le 30 novembre, c'est le jugement qui interviendra sur la question de la censure concernant Mediapart. On peut évidemment discuter de tous les détails qui entourent ce sujet-là, mais en dehors des questions de personnes, par exemple, ou des questions de choix d'aller plutôt sur tel ou tel procès, le fait qu'une magistrate d'un tribunal judiciaire ait décidé l'interdiction de la publication d'un papier, même s'il y a un peu des sujets annexes, hein. Mais sur le principe même de l'interdiction de la sortie, de la publication d'un papier, avant même de savoir ce qu'il y avait dans le papier, ça pose un problème. Si on en est là, ça veut dire qu'une magistrate, un tribunal en France considère que les journalistes, maintenant, stop, ça suffit. Alors évidemment, il y a des considérations qui relèvent de la vie privée. C'est un sujet majeur. Nous sommes d'accord. Mais ne pas avoir de contradictoire, et là aussi, je vais laisser à mes deux confrères qui connaissent vraiment bien la mécanique de ces sujets et des procès, Nicolas tout particulièrement, de nous éclairer davantage. Mais disons, sur le principe, moi, à ma petite place, je me dis, là, il y a un vrai problème. Et c'est vraiment la première fois depuis 1881 qu'il y a un cas de censure de cette nature. On met évidemment en dehors de l'examen du sujet les parenthèses gravissimes de notre histoire, des années 40, mais c'est vraiment la première fois qu'une juge se permet de le faire. Et ensuite, elle se fait houspiller par l'avocat du journal, Maître Torgeman, en disant « Mais madame, mais vous n'avez même pas écouté le contenu de l'enregistrement en question qui devait faire l'objet du papier. Ça veut dire que vous avez décidé, sur le principe, qu'il fallait prendre une ordonnance et d'interdire la publication. Ça, c'est quand même gravissime. C'est quand même gravissime. Et on met de côté les questions de personnes, parce qu'en effet, c'est un secret de polichinelle qu'Edoui Plenel ne plaît pas à tout le monde, qu'il a son caractère, ceci, cela, etc. Mais là, il faut resserrer les rangs. Mais pas nous, hein. Restons sur le principe. Pas nous, hein. Pas nous les journalistes, hein. Vous. Et donc, nous tous, du coup, c'est le lecteur. Quelles en sont les conséquences pour le pluralisme? Parce qu'il s'agit de ça. Ce sujet-là, on croit souvent sur les journalistes entre eux. Bon, c'est vrai qu'il faudrait donner un coup de main à la presse de temps en temps, particulièrement aux jeunes, parce que c'est quand même la précarité à tous les étages, on le sait très bien. Mais sur le b.a.-ba, si vous voulez, sur les fondements même, là, il y a un problème. Mais je vais vous laisser, parce que, encore une fois, vous connaissez bien mieux, notamment l'histoire judiciaire autour des journaux. Il n'y a pas eu de contradictoire. La juge a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Quel est le problème? Nicolas, expliquez-nous. Ça prouve en parlant bien dans le micro que nos auditeurs vous entendent. Ça prouve déjà qu'il ne faut pas avoir confiance dans les magistrats, mais ça, il y a longtemps que je le savais. La deuxième chose, c'est que cette loi imbécile, il faut dire les choses comme elles sont, cette loi imbécile, elle a été votée par le Parlement.
Je veux dire, cette loi, elle n'est pas apparue miraculeusement. Bon, elle existe. Bon, alors, elle est rarement appliquée ou pas du tout appliquée. Bon, ça, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, l'avocat des personnes mises en cause, il a profité de la loi. Bon, premier point. Bon, donc, il y a un problème législatif. Les parlementaires votent tout, un peu tout et n'importe quoi des fois. Bon. D'autre part, les magistrats, ils ne sont pas tous parfaits. Alors, je sais bien qu'en France, voir des magistrats condamner d'autres magistrats, je peux vous dire que c'est à peu près aussi absent dans l'histoire judiciaire que cet exemple. Hein. Parce que quand vous voyez un peu comment ça fonctionne de près, vous êtes étonné. Troisièmement, et ça c'est là où cette affaire est absolument inacceptable, c'est que vous avez en droit français, curieusement, un certain nombre de lois qui permettent qu'il n'y ait pas de contradictoire. Ce qui quand même est contraire à toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, malheureusement, les avocats français vont très peu devant la Cour européenne des droits de l'homme. En quoi ils ont tort? Parce que nous, à chaque fois, on y va systématiquement, on saisit à chaque fois. Alors bon, la procédure est compliquée, il faut avoir de l'argent, il faut trouver des très bons avocats spécialisés dans le droit européen, mais à chaque fois, on gagne devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça calme beaucoup les magistrats, parce que quand vous leur annoncez, parce qu'en réalité, si vous voulez aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, dès la première instance, il faut dire que vous irez devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous ne l'avez pas dit à la première instance, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais dès la première instance, si vous leur dites on va devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a un problème de droit, parce que le contradictoire n'est pas respecté, parce que la composition du tribunal n'est pas équilibrée, enfin, etc., peu importe les raisons pour lesquelles vous y allez, vous allez voir, les magistrats français, ils vont commencer à faire un peu plus attention qu'ils font. Parce que ce jugement, c'est très intéressant. C'est le président du tribunal judiciaire de Paris, qui n'est quand même pas le dernier poste de magistrat, qui nomme une magistrate parce que prudent, il ne veut pas prendre la décision lui-même, parce qu'il se dit ça va me revenir sur la gueule. Il faut parler franchement, ça s'est exactement passé comme ça. Donc il trouve une magistrate de permanence, qui est une des 4 vice-présidentes, je crois, ou 6, je ne sais plus si elles sont 4 ou 6, enfin peu importe, qui prend à sa place la décision, et qui en plus prend la décision n'importe comment, rédige le jugement n'importe comment, etc. Mais vous inquiétez pas, elle sera toujours là. Hein. Je vous signale qu'au secrétariat général de la Cour de cassation, aujourd'hui, vous avez un magistrat qui est celui de l'affaire Doutreau, hein, qui est au secrétariat général de la Cour de casse. Hein. Bon. Et bon, c'est très bien, il se porte très bien, tout va bien. Donc vous avez en même temps une magistrature qui d'une certaine façon, ne se régule pas vraiment. Ce qui est un autre problème. Vous avez des parlementaires qui votent des lois qui sont souvent faites n'importe comment, et les politiques sont en train de s'en apercevoir. Ils n'écrivent pas toujours les lois, Nicolas. C'est pas eux qui écrivent les lois. Absolument. Enfin bon, ça on va rentrer dans un autre débat. J'ai vu lorsque j'étais au CSA sur la question du droit audiovisuel. Voilà. Bon, mais ça c'est... Bon, on va partir de l'hypothèse que c'est eux qui en tout cas, ils la votent. S'ils ne la rédigent pas, ils la votent. Donc il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. Et on s'en aperçoit comme ça de temps en temps. Il y a une affaire qui sort. On se dit, maintenant, cette loi, elle existe? Ben oui, elle existe. Ah bon? Mais elle n'a jamais été appliquée. Ah oui, mais elle existe. Donc l'avocat de la partie adverse, il ne faut pas lui reprocher d'avoir fait son boulot. Il est là pour défendre quelqu'un. Il profite de toutes les failles de la législation ou de toutes les erreurs de législation. Mais les erreurs législatives, elles existent. Pas n'importe quel avocat, c'est maître Christophe Ingrin, qui est l'un des avocats, un des ténors du barreau, surtout quelqu'un qui connaît bien les arcanes du pouvoir. Il a été conseiller lui-même de Nicolas Sarkozy. Et c'est un avocat qui intervient sur toutes sortes de gros sujets politiques. Il a trouvé en effet la faille. Voilà. Et on peut s'en offusquer, mais il a trouvé la faille. Il y a une question qui continue de nous faire entrer dans les coulisses du journalisme et des journalistes aussi et du métier de journaliste, puisqu'on a la chance de vous avoir tous les trois. Voilà, quelqu'un qui parle du fait, l'une des raisons du caractère incolore de la presse, même s'il est discutable, comme vous disiez, que c'est pas forcément une réalité qu'on retrouve tous les mêmes articles partout, etc. Parce que ne serait-ce pas lié au fait que beaucoup de journalistes ne font souvent que reprendre des dépêches d'agence sans vraiment apporter un cadre d'analyse et de critique et de sens critique. Donc quelle est la marge ou quel est le temps aussi qu'a un journaliste aujourd'hui? C'est la phrase de Doris Lessing, vous connaissez. Rares sont les journalistes compétents. La plupart se contentent de recopier ce qu'ont écrit les autres. Voilà. Est-ce que le métier de journaliste aujourd'hui et le modèle économique dont vous parliez aussi laisse encore cette place justement à toute cette qualité d'analyse et de... Parce que c'est du temps, évidemment, c'est du temps long aussi. C'est du travail. C'est du travail. Ce qui est vrai, c'est que il y a deux raisons fondamentales qui font que les journaux ont changé, les journaux de la presse écrite ont changé. C'est un qui tient d'une part au système économique qui les rendant pauvres. Fatalement, il y a une paupérisation du métier de journalisme.
C'est quelque chose qu'il faut souligner quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste débutant, c'est un vrai sacerdoce, hein, parce que on ne devient pas journaliste pour devenir riche. Hein. Enfin, ça peut arriver, mais disons, c'est pas le cas dans la presse écrite. Bon, d'une part, et cette paupérisation de la profession, qui est globale, fait également que les choix que j'ai évoqués au début de mon intervention, les choix des journaux aujourd'hui sont différents. Quand j'ai débuté, on rêvait tous d'être grands reporters. Bon, faire du grand reportage aujourd'hui, ça coûte très très cher. Et déjà, faire du reportage, ça coûte cher. Et faire du reportage, quand je faisais du reportage dans les années 80-90, si je devais faire le même reportage, c'est-à-dire si j'avais dû envoyer ces dernières années quelqu'un là où je suis allé, c'est-à-dire en Irak, couvrir la guerre du Golfe pendant un mois, en Jordanie, rester en Jordanie pour pouvoir passer dans le Kurdistan, etc., je ne sais pas si le journal que j'ai connu à la fin de ma carrière aurait eu les moyens de le faire. Ça, c'est déjà quelque chose. Et de payer les assurances. Et de payer les assurances. Et quand je vois également aujourd'hui le barda qu'on doit avoir quand on couvre un conflit, c'est inouï. Ça n'existait pas de mon époque. Donc, bref. Donc, il y a un coût, il y a un véritable coût pour faire du bon journalisme. Et ça rejoint la question qui vous est posée. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas recopier des dépêches d'agence, mais il faut aller sur le terrain. Il n'y a pas 36 000 solutions. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, elle tient également à l'appétence des jeunes journalistes. Aujourd'hui, être grand reporter, je ne pense pas que ça fasse rêver des journalistes. Ils veulent tous être Edwige Plenel, pratiquement tous, et faire du journaliste, entre guillemets, d'investigation. Bon, le journalisme d'investigation, ce n'est pas le sujet du débat, donc on n'en parlera pas. Mais c'est le journalisme d'investigation, il se résume le plus souvent, non pas recopier des dépêches d'agence, mais avoir un bon rapport avec des flics qui vous filent un rapport, ou des magistrats qui vous filent des rapports clés en main. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Donc il y a ces deux raisons fondamentales font que les journaux ont changé de nature dans leur contenu. Voilà. D'accord. Alors une autre question qui change un peu de sujet. On revient, d'ailleurs moi j'aime bien qu'on ait précisé quand même et différencié la presse écrite papier et la presse écrite numérique, parce qu'on a souvent tendance à confondre le numérique avec ce qui ne serait pas de la presse écrite, mais il y a bien de la presse écrite et numérique aussi. Et dans cet univers-là justement du numérique, est-ce que la presse militante, comme Franc-Tireur de Caroline Fourest, pour détricoter les fake news, est une solution à, dans le numérique, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, sur Internet. Est-ce que ça vous apparaît comme une des solutions ? Enfin, quel est le... Moi, je suis pas du tout anti-numérique. Donc, oui. je sais bien que dans la presse écrite, c'est de bon ton de dire du mal du numérique, mais moi, je ne suis absolument pas contre. Le problème du numérique, c'est qu'actuellement, personne n'a vraiment trouvé, sauf Mediapart un peu, hein. Et The Conversation, quand même, de Didier Pourquerie. Alors, attendez. Mais je vais défendre The Conversation, je le lis tous les jours, donc c'est la meilleure preuve que c'est très bien fait. C'est pas un journal. C'est pas un journal en ce sens qui traite pas l'actualité au rythme de l'actualité. C'est vrai. Donc on peut dire que les formats type numérique, type The Conversation, c'est pareil qu'une revue comme Commentaire, je veux dire, d'une certaine façon. Sauf que ça change tous les jours, mais vous pourrez vous acheter une revue comme Commentaire, vous allez y trouver des analyses juridiques, ceux de sciences politiques, comme vous trouvez des analyses sur The Conversation. Le vrai problème du numérique, c'est le format du numérique. Parce que vous apercevez très vite que le numérique, c'est formidable pour les journalistes qui écrivent long. Hein. Vous pouvez faire aussi long que vous voulez. Quand vous faites de la presse écrite, vous prenez une page de SOD, de Sud-Ouest Dimanche, ou de Sud-Ouest, ou une page du Canard enchaîné, vous êtes très vite limité physiquement. C'est-à-dire, vous rentrez, pour prendre l'exemple du Canard enchaîné, vous rentrez entre 7 et 8 feuillets et 3 dessins par page. Vous ne pouvez pas rentrer plus. Le numérique, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez faire 10 feuillets, 14 feuillets, 15 feuillets. Bon, un des problèmes du numérique, quand vous lisez les études de lectorat sur le numérique, c'est que les gens ne lisent pas tout. Ils n'arrivent pas à lire tout, les gens. Il y a un moment où vous étouffez. Donc c'est vrai qu'à part aux États-Unis, mais il faut se méfier de la comparaison entre les États-Unis et la France sur le numérique. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le numérique aux États-Unis, c'est 700 millions de lecteurs potentiels anglo-saxons. La production, vous prenez d'un site comme Politico, d'un site archi connu aux États-Unis, je veux dire, ils ont un public potentiel de 700 millions, qui en plus sont pour la plupart habitués à payer. Vous prenez le numérique français, c'est au mieux 70 millions de francophones, et qui sont en plus pas habitués à payer, parce que la majorité, c'est en Afrique, et alors là, en Afrique, c'est impossible de se faire payer sur du numérique. Bon.
Donc je veux dire, il faut se méfier beaucoup des comparaisons parce qu'on fait beaucoup de comparaisons faciles. Le problème du numérique, c'est comment vous créez une identité numérique. Alors Mediapart, ils l'ont trouvé par le type d'infos qu'ils donnent et par une espèce de ligne idéologique, on va dire, entre gauche et gauchiste. Bon. Donc très bien, ils ont réussi leur coup de cette façon-là, ils ont réussi leur coup. Les autres, on s'aperçoit qu'ils ont quand même beaucoup de mal. Je veux dire, tous les hebdomadaires, enfin les quelques hebdomadaires qui ont créé une rédaction numérique à côté de la rédaction papier. Ce qui est le cas du Point, je veux dire, c'est économiquement, on ne peut pas dire qu'ils gagnent de l'argent. Hein, je vais être gentil. Or, ils font pourtant une édition numérique qui est une bonne édition. Mais est-ce que les gens attendent du numérique en hebdomadaire la même chose que les gens attendent du numérique en quotidien? J'en suis pas du tout certain. Donc on est quand même là dans un domaine où ça bouge très vite et où personne ne sait très bien où il va, pour être tout à fait franc. Je profite de l'occasion pour dire, lisez les journaux quand même, malgré tout. Et Yves Arté, sur cette question de cette nouvelle tendance, on va dire, de décrypteur de fake news, quel est votre... Si ça s'adresse uniquement à... Enfin, si derrière fake news, on pense uniquement aux réseaux sociaux et comment dire, à ces clubs de lecteurs qui se lisent entre eux. Parce que c'est quoi finalement une boucle numérique aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple type WhatsApp, un groupe d'amis sur WhatsApp. C'est quoi? C'est la même information partagée par tous, qui est déjà su par tout le monde et qui est confortée par ceux qui la lisent. Bon, alors c'est naturellement dans ce cadre-là qu'on trouve le plus de fake news. S'il s'agit de décoder ça, qui va les lire? C'est-à-dire les gens qui sont capables de ne pas admettre la véracité de ce qu'ils lisent. Or, le sujet intrinsèque justement de ce genre de club de lecture, c'est de croire, de lire ce qu'ils veulent lire. Donc fatalement, je crains que ce soit un peu... ça ne pourra jamais guérir ceux qui sont malades, si vous voulez, en d'autres termes. Bon. Mais puisque j'ai la parole, je la garde juste une minute pour dire tout à fait autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a absolument pas parlé, c'est qu'il existe aujourd'hui, c'est un problème de civilisation, une crise de lecture. Une crise de lecture, pourquoi? Parce que quand je dis lecture, je pense à tout type de... Les hasards de la vie ont fait que je viens de sortir un livre à la rentrée, et les hasards de la vie ont fait que ce livre de rentrée m'a mené dans tous les salons littéraires de France. Et c'était éprouvant d'un point de vue égotique, et tant mieux, mais c'était extrêmement intéressant d'un point de vue ethnologique. Parce que qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu les gens qui vont dans les salons, et qui généralement n'en lisent pas, vers quoi ils se dirigent. Et je me suis aperçu, d'abord j'ai rencontré des personnages absolument fabuleux. J'ai rencontré Lola Simonin, qui a vendu à peu près 400 bouquins quand j'en vendais 2, et qui se fait connaître mieux sous le nom de la Madeleine Proust, et qui raconte des histoires en franc-comtois. Bon, ça, c'est un succès d'édition. Je me suis retrouvé à côté d'une jeune personne qui s'appelait Maud Ankawa, et je ne comprenais pas, il a fallu mettre une file, des barrières pour permettre à un lecteur de venir. Et je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait trouver, donc je lui ai demandé de me prêter un livre. J'ai vu qu'elle était spécialiste de la littérature feel-good. J'ignorais totalement que ça existait, la littérature feel-good. Bon. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une crise de lecture, et je pense que les journaux ne peuvent pas échapper à ça. C'est impossible. C'est un fait civilisationnel. Donc je pense que finalement, je me demande si l'avenir de la presse écrite ne sera pas de devenir un produit extrêmement rare, extrêmement cher et réservé à quelques-uns. C'est peut-être pas un constat qui sera partagé, mais je me demande si ce ne sera pas ça. Merci. Et Mona ? Oui, mais en écoutant Yves Arté, je me dis finalement ce modèle existe déjà, parce que en traînant mes guêtres un peu à travers les États-Unis, notamment en reportage, j'ai vu que au fond, par exemple, un journal comme New York Times est vraiment vu d'ici, on se dit mais c'est un super journal, mais il est lu par qui? Pas au fin fond du Middle Rock ou des endroits pareils. Enfin, il y a déjà ce côté très élitiste d'une presse réservée à un lectorat très cultivé, en tout cas cultivé, sachant s'occuper, par exemple, s'intéresser, par exemple, à des grandes questions géostratégiques. Oui, vous allez dans les universités, vous allez trouver des gens, quoique spécialisés, mais enfin, ils ont une ouverture au monde, ça existe déjà.
l'histoire de l'Europe, sans être experte, est tout à fait différente. Mais qu'est-ce qui a porté les combats, par exemple, en Europe centrale et orientale dans les années 80, à partir disons, du syndicat Solidarność, août 80, c'était Gazeta Wyborcza qui a eu un retentissement considérable. Et pourquoi? Parce qu'il y avait 9-10 millions de Polonais qui faisaient partie du mouvement lui-même. Donc les gens achetaient les journaux. Quand la société est devenue plus accrochée à l'ouest de l'Europe, déjà en 2004, au moment où la Pologne est entrée dans l'Union, je suis reparti en Pologne, je suis reparti souvent, mais j'ai constaté à quel point cette aura de la presse écrite avait déjà périclité. Il n'y avait plus ce combat et cette quête de liberté qui faisait que le journal était le lieu où on se disait on va se retrouver autour de ce journal. Et quoi qu'il arrive, même si ça reste le trésor d'un petit nombre, il faut que les titres restent, bon sang. On ne va pas se contenter de l'audiovisuel. Et j'en viens. Et c'est quelque chose de très différent. Mais il faut que la presse écrite, locale, régionale, mais locale, c'est très important parce que c'est là où vous allez pouvoir vous différencier. Parce que le gars qui écrit son histoire qui se passe au fin fond de Cap-Breton, il faut qu'il aille chercher quand même un peu d'infos. Voilà, on ne va pas lui apporter, il ne va pas trouver sur Internet. Et probablement, la proximité est une des clés qui va permettre de garder vivante cette idée de la presse. Il faut revenir à la source, cette quête qui est liée à la liberté, au pluralisme, à l'expression, à la citoyenneté. C'est pas dans l'audiovisuel, c'est pas dans la grande barrique collective que vous allez trouver ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un parlait, je crois que c'est toi ou toi peut-être Nicolas, vous avez parlé de cette espèce de mimétisme dans l'audiovisuel. Vous n'avez pas remarqué que tout le monde parle vraiment nanana. Quand je suis arrivée en France métropolitaine, il m'a dit mais t'as un accent. Mais bien sûr que j'ai un accent. Mais oui, j'ai un accent. Je suis créole, j'ai un accent. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un comme moi pourrait faire son chemin? J'en doute. On ne mettrait plus quelqu'un comme moi à présenter un canard. Parce que je dépareillerais. Est-ce que ce mot existe en français? J'en sais rien. Mais ça n'irait pas. Voilà. Mais vraiment, si la presse écrite meurt, alors vraiment, ce serait très grave. Alors très grave. On a encore 2 minutes pour terminer. Justement, ce sont aussi les tribunes de la presse de la jeunesse, puisque voilà, la région Nouvelle-Aquitaine est là, et l'IJBA, et l'ensemble parfois des lycéens qui nous écoutent aussi. Est-ce que vous auriez pour ces futurs lecteurs, ou déjà lecteurs, ou futurs journalistes en formation, un message, voilà, une intention à leur confier? On vient d'entendre celle de Memona Interman. Peut-être ça pourrait être bien. Une qui est, il faut qu'ils lisent tout, mais tout, y compris les mauvais. Aussi en a une, pardon, mais y compris les mauvais journaux. Qu'ils lisent tout, y compris les mauvais journaux. Voilà, le bon et le mauvais. J'allais dire la même chose que Nicolas, et surtout, y compris surtout les livres, parce qu'on ne devient journaliste qu'en ayant lu des livres. Voilà. Merci à vous trois. Merci messieurs, merci madame.